Alors, bonjour à tous, bienvenue à notre premier rendez-vous quotidien de 2021 en ligne sur l'EBS. Nous sommes le mardi 5 janvier 2021. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter une très bonne année à toutes et à tous. Si j'ai un souhait personnel, c'est que nous puissions réouvrir la salle de presse le plus rapidement possible et c'est ce que nous essayerons de faire dès que les conditions sanitaires le permettront. En attendant, nous continuerons avec notre système virtuel à essayer de répondre du mieux que possible à vos questions. Nous avons une annonce particulière aujourd'hui qui concerne la publication de la directive du 11 décembre 2020. Celle-ci est relative à l'établissement d'un cadre commun d'action pour une Europe résiliente face aux crises sanitaires transfrontalières graves et visant à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. Nous allons également poursuivre avec la publication du règlement qui est relatif à l'établissement de l'autorité pour la réaction aux urgences sanitaires et au renforcement des mandats des agences sanitaires européennes existantes. Pour le bon déroulé de cette séance, je vais vous demander à tous d'allumer vos caméras si cela est possible, particulièrement aux journalistes et aux personnes lorsqu'elles parlent. Également, veillez à ce que vos micros soient bien éteints quand une personne prend la parole afin de pouvoir observer son, son argument avec une meilleure audition. Et sans plus attendre, je vais passer maintenant la parole à Amélie Owen du service juridique de la Commission européenne qui va vous présenter un briefing technique sur le cadre, sur les différentes propositions faites par la Commission européenne. Tout à fait. Alors, bonjour et bonne année à tous. J'espère que vous m'entendez. Ok, ça marche. Du coup, juste pour faire un point sur l'importance et l'indissociabilité de la double base juridique de notre règlement et de notre directive, c'est très important que la santé publique soit liée au marché intérieur dans la perspective que nous avons envisagée. En effet, vraiment, on ne peut pas juste mettre le marché intérieur qui est très important dans tout ce qui va être les règles de concurrence, tout ce qui va être la réglementation concernant les produits, mais également la santé publique ne suffit pas à elle seule. Il faut vraiment lier les deux et la double base juridique, j'insiste encore, est nécessaire dans notre directive et notre règlement. Voilà. Je repasse la parole à mon Merci beaucoup pour ce briefing. Donc, je vais poursuivre en rentrant un petit peu plus dans les détails. Donc, l'instrument choisi est une directive, comme expliqué. Durant cette crise, tous les systèmes de santé, toutes les couches de la population, les liens sociaux, les économies ont été touchés sans exception. La présente directive pose donc les bases d'un cadre de lutte globale contre les menaces sanitaires. Ces menaces sanitaires, elles sont souvent transfrontalières et c'est sur ces points d'action que l'Union européenne souhaite développer une série d'actions pour protéger la santé, la sécurité et les intérêts de la population. Ainsi, cette directive se base sur 5 objectifs généraux permettant de consolider un cadre commun légal pour prévenir des prochaines crises sanitaires. Elle vient donc renforcer les capacités de l'Union européenne en prévention, en préparation et en réaction. Donc elle répond également aux objectifs communs de l'Union européenne pour la santé. Tous ces objectifs ont été présentés dans les précédents My Day Briefing, mais si vous avez des questions sur ces points-là, nous y répondrons par la suite. Également, on va refaire un petit point sur le règlement. Donc, ce règlement met en place une agence européenne pour les réactions aux urgences sanitaires et renforce les mandats des agences existantes. Il faut savoir que l'Union européenne se félicite d'être en avance sur ce point. Cette proposition ne devait être abordée qu'à la fin de l'année 2021 et nous avons réussi à consolider cet objectif avant la fin du dernier semestre de l'année 2020. Donc nous sommes très contents sur ce point-là et je tiens à féliciter encore une fois le travail de la Commission européenne sur ce point. Donc, la crise du Covid a mis en lumière la nécessité de renforcer les prérogatives de certaines agences européennes, car il y avait, certains ont mis en évidence le manquement de l'Union européenne en matière de la santé. Donc, et le manquement en termes de soutien de l'innovation biomédicale. Ainsi, les développements de nouveaux enjeux sanitaires, donc à savoir la résistance aux agents antimicrobiens et la création et le développement des zoonotes qui rendent nécessaire la création de cette agence sont également compris dans le règlement qui a été proposé. Ainsi, il respecte les principes notamment de subsidiarité et de proportionnalité, sans empiéter sur les compétences des États membres. Et c'est pour cela que nous pensons que ce règlement
atteindra une très bonne résonance dans les prochaines plénières. Je vais passer maintenant la parole à Stéphane de Kersmaek, qui va poursuivre avec le point de la vaccination et je reprendrai la parole par la suite. Merci. Tout d'abord, bonjour. Je vais vous présenter du coup le point de la directive concernant la vaccination. Donc, la pandémie de Covid-19 a mis en lumière le manque de coopération et de coordination des États membres, qui se sont repliés sur des logiques nationales au regard du bien-être de leur population seule. L'objectif aujourd'hui de la présente directive est d'œuvrer pour une coordination, une prévention et une coopération à l'échelle communautaire encore plus importante qu'auparavant. Les stratégies de vaccination, bien sûr, n'échappent pas à ce constat. Dans un espace intégré tel que l'Union européenne, où les flux transfrontaliers sont aussi importants, une politique commune de coordination pour la vaccination est plus efficace que des politiques isolées. En cela, et pour préparer les pandémies futures, la Commission produit des recommandations à destination des États membres sur la base de diagnostics fiables de leur situation sanitaire. La Commission a affirmé la volonté de créer un cadre commun pour l'établissement de rapports sur les campagnes de vaccination avec une plateforme de suivi. Il est d'une nécessité absolue d'augmenter le partage d'informations et renforcer la coordination de l'action des États membres. Ces rapports seront remis 2 fois par mois en période de crise sanitaire et 1 fois par mois le reste du temps. Ils comporteront des diagnostics clairs et précis sur l'état des politiques nationales de vaccination et comportent des données pertinentes pour alimenter une plateforme de suivi des politiques nationales de vaccination. Concernant les campagnes de sensibilisation, les États membres sont encouragés à déployer une communication claire sur les avantages, les risques et l'importance des vaccins contre les virus créateurs de pandémies mondiales afin de renforcer la confiance des citoyens. Concernant les prix de ces vaccins, la Commission s'engage à pérenniser et à formaliser la procédure de contrat d'achat anticipé, figurant dans sa stratégie européenne, visant à accélérer la mise au point, la production et la mise à disposition de vaccins efficaces et sûrs contre la Covid-19. C'est par l'instrument d'aide d'urgence, dont une part du budget est mobilisée pour garantir la production et la distribution de vaccins. Concernant enfin la répartition des vaccins entre les États membres, la Commission s'engage à une distribution équitable des vaccins entre les États membres pour que l'approvisionnement soit étalonné aux besoins et non à la capacité à payer. Je vous remercie. Merci Stéphane pour ce point sur les vaccinations. Encore une fois, par la suite, les journalistes pourront poser leurs questions sur ces points-là. Nous allons maintenant passer à une analyse plus précise de certains points proposés par les DG Gros, EAC et Santé. Je vais tout d'abord laisser la parole à la DG EAC à la DG Santé qui souhaitait faire quelques points sur l'application, notamment Protect EU. Donc c'est à vous, je vous en prie. Bonjour à tous. Alors, je suis Stella Kyriakides, enfin l'une des 3 Stella dans le cadre de ce jeu. Je vais revenir sur 2 points de la directive, donc qui sont les chapitres 4 et 6. Le chapitre 4 étant la constitution d'une réserve d'urgence de médicaments et le chapitre 6 qui porte sur l'application Protect EU. Donc, alors très rapidement sur la réserve d'urgence, l'idée c'est de construire une réserve de médicaments et de matériel médical au niveau européen, donc une réserve qui serait mobilisable lors de crises sanitaires, comme on l'a connu avec la Covid. Cette réserve serait alimentée à la fois par les institutions de l'Union, les États membres qui souhaiteraient l'alimenter, mais aussi l'AELE, donc l'espace européen de libre-échange. Cette réserve serait gérée par l'Agence européenne du médicament, donc qui verrait ses mandats élargis, comme vous avez pu le lire dans le règlement, et agirait en coopération avec les États membres, donc qui auront toujours la main en fait, et qui participeront toujours dans la constitution de cette réserve, dans sa gestion et dans la distribution du matériel et des médicaments. Donc les produits qui constituent cette réserve sont définis dans la directive, donc vous y avez accès au chapitre 4 pour rappel. Cette liste de médicaments est mise à jour régulièrement par la Commission et par l'Agence européenne du médicament, donc sur la base de données et de rapports sur les crises sanitaires en cours, donc qui sont toujours régulièrement mises à jour. L'Agence repartit au mieux les ressources de cette réserve vers les États qui en ont le plus besoin, donc notamment par les États les plus touchés par certaines pandémies, donc comme on a pu voir avec le Covid, et
en accord avec le CDC, donc, qui voit également ses mandats élargis et qui aura un rôle plus important sur l'évolution des épidémies dans l'Union. Cette réserve de médicaments s'accompagne de la création d'une plateforme donc, qui va surveiller cette réserve. L'idée, c'est de à la fois surveiller la date de péremption des médicaments, de surveiller le renouveau du stock de médicaments, mais aussi de surveiller la distribution de ces médicaments et de ce matériel médical. Donc, encore une fois, les États s'engagent à la fois à fournir et à alimenter cette réserve, mais aussi à fournir des données nécessaires pour favoriser la surveillance et la distribution du matériel de cette réserve. Enfin, cette réserve comportera également une partie pour une réserve de personnel de santé. Donc, c'est-à-dire, des équipes médicales, d'aides-soignants, par exemple, de médecins, qui peuvent être mobilisés rapidement à toute l'échelle de l'Union européenne pendant les crises sanitaires graves. Donc, on s'est inspiré notamment de médecins qui avaient été aider l'Italie pendant le début de la crise Covid. Donc, dans la directive, vous trouverez toutes les précisions concernant cette réserve de personnel médical. Voilà, et maintenant on va passer à l'application Protect EU, donc qui est un point peut-être un petit peu plus délicat. Donc, dans la crise Covid, l'Union européenne et particulièrement la Commission s'est très rapidement rendu compte que il n'y avait pas cette communication, que les États se repliaient sur des logiques nationales, à la fois pour traiter le flux de patients et de cas Covid dans leur pays, mais aussi pour traiter la vaccination, enfin la médicamentation, la vaccination et tout ça. Donc l'idée avec cette application, c'est de recueillir des données venant de chaque État membre à propos d'une épidémie en cours. Donc ça va être le cas pour la Covid-19, mais ce sera aussi le cas pour les futures pandémies. Donc pour rappel, on pose vraiment un cadre qui aura pour but d'être répliqué lors de futures pandémies. Donc l'idée, c'est d'utiliser ces données émanant des États pour les intégrer dans cette application qui pourra aider à lutter contre les pandémies. Donc le but de l'application, c'est d'avoir une base de données pour aider les États à prendre la décision, pour suivre la propagation du virus et des autres épidémies dans les États, pour garantir une transparence et surtout pour informer les citoyens sur les consignes sanitaires qu'ils doivent suivre et sur l'état d'avancement et l'état de propagation de la maladie. Donc cette application serait gérée par le CDC, et on aurait un comité d'exécution composé d'experts de l'ECDC, mais aussi des autorités sanitaires de chaque État, avec donc ce comité qui serait habilité à recueillir, traiter ces données. Donc cette application utiliserait une technologie Bluetooth et de géolocalisation avec un envoi d'alerte si jamais un individu est en contact avec quelqu'un porteur du virus dans le cas de la Covid-19 ou porteur de la maladie dans le cas d'autres épidémies éventuelles. Et des consignes seraient envoyées en même temps que l'alerte en cas de contact pour qu'elle soit suivie. Donc des consignes adaptées à chaque État membre évidemment, pour tenir compte des particularités nationales. Et enfin, au niveau du stockage des données de cette application, ça se fera dans le cadre du RGPD. Donc les données sont anonymisées et utilisées uniquement à la fin à des fins de modélisation, donc pour suivre la propagation de l'épidémie. Elles sont utilisées par le comité d'exécution de l'ECDC, par l'agence ERA nouvellement créée et par les organismes nécessaires à son bon fonctionnement. Donc il n'y aura aucun appel à des sous-traitants et toutes les données seront détruites une fois l'état d'urgence sanitaire levé. Donc aucun organisme de l'Union ne conservera ces données, elles ne seront ni revendues ni publiées et seront complètement anonymisées. Cela dans un souci de transparence et parce que voilà. Je laisse la parole à la prochaine DG. Merci beaucoup, Madame la commissaire, pour ce point qui permet également de constituer un nouvel élément pour la transparence proposée par la Commission européenne en matière de Union pour la santé. Je vais laisser place maintenant à la DG EAC et à sa commissaire pour nous présenter les points concernant la recherche et l'innovation dans cette directive et dans ce règlement. Alors bonjour, je me présente, je suis Maria Gabriel, chargée de la politique de l'UE dans le domaine de la recherche, de la science et de l'innovation. Avant toute chose, j'aimerais vous adresser mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
L'année qui vient de s'écouler a démontré le rôle primordial de la recherche et de l'innovation en matière biomédicale. Et la pandémie a rappelé que la coordination des efforts de la recherche au niveau européen est centrale pour permettre une réponse efficace et garantir la santé des citoyens. C'est pourquoi la DG Innovation s'est assurée que l'innovation et la recherche s'inscrivent vraiment au cœur de la réponse européenne contre la pandémie liée à la Covid-19 et aux pandémies futures. Au-delà de la directive qui vient d'être présentée par mes collègues, l'action ambitieuse de l'UE en matière de politique de recherche réside notamment dans la création d'une agence ERA par le règlement qui a été, par la proposition de règlement qui a été écrite. Je vais simplement revenir sur les principaux apports du règlement au prisme de la recherche et de l'innovation. Donc, ce règlement vise à renforcer les capacités de l'Union en matière de recherche biomédicale afin de réagir aux situations d'urgence sanitaire futures. Très rapidement, les 3 principaux objectifs confiés à l'agence ERA sont l'amélioration de la coordination, de la communication et de la coopération entre les États membres. Il y a également la création d'un espace de circulation des idées et d'échange d'informations favorable à la recherche en matière biomédicale. Et notre 3e objectif sera le renforcement concret des capacités de l'Union dans le financement de la recherche biomédicale, ainsi que l'encadrement du lien public-privé dans la recherche et le développement de nouveaux traitements. Le règlement présente 3 innovations principales. Il y a tout d'abord la mise en place d'une cellule de recherche qui met en place une base de données destinée aux États et aux chercheurs. Ces données seront anonymisées et cette cellule de recherche et cette base de données respecteront les dispositions du règlement du RGPD. Il y a également la mise en place d'un comité de soutien à l'innovation biomédicale qui sera chargé d'identifier les priorités de la recherche biomédicale européenne et de proposer chaque année des propositions afin d'améliorer cette recherche. Et enfin, nous nous sommes attachés à la transparence de cette agence ERA. Il y a donc la création d'un comité de transparence qui s'assure que les membres des comités spécifiques n'aient pas d'intérêt financier avec le domaine dans lequel ils travaillent. Voilà, je laisse la parole à ma collègue pour la suite. Bonjour, oui, je ne savais pas si tu parlais de quelqu'un d'autre dans la DG ou pas. Merci beaucoup pour cette intervention, Madame la Commissaire. On va conclure avec une dernière intervention, l'intervention de Monsieur Breton, commissaire à la DG Gros, et je pense que certaines de ces éléments de réponse vont beaucoup être appréciés par notre audience qui s'interroge notamment sur l'accessibilité de ce vaccin. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout d'abord, bienvenue en 2021. Puisse cette année être meilleure que la précédente. Nous allons parler dans cette dernière partie, peut-être la meilleure pour la fin, mais de la partie vaccinale, de celle qui vous intéresse tous et toutes, qui vous intéresse peut-être un peu trop des fois, parce que dans cette directive, il y a beaucoup d'autres éléments qui ne concernent pas uniquement la partie vaccinale et qui sont tout aussi intéressants. Néanmoins, je reviendrai sur la partie vaccinale. Alors, vous le savez, l'Agence européenne du médicament a autorisé de mettre sur le marché le vaccin de Pfizer-BioNTech le 21 décembre dernier. Le premier jour de vaccination a été un jour commun de vaccination dans tous les pays de l'Union européenne le 27 décembre, soit 6 jours après. Je vous prie de bien témoigner de l'efficacité de l'Union européenne dans cette démarche. Donc nous sommes très fiers de cette grande réussite, de cette solidarité européenne, même en temps de crise. Concernant les problèmes éventuellement futurs à venir et aussi qui ont pu se poser pendant ces vacances. Donc premièrement, concernant le nombre de doses, je tiens à vous rassurer, des négociations sont en cours avec les laboratoires Pfizer pour commander 100 millions de doses supplémentaires, étant donné que c'est pour le moment le seul vaccin à être autorisé de mise sur le marché. Toutefois, comme vous le savez, c'est un vaccin qui est cher, qui nuit à l'accessibilité et qui se conserve sous moins 70 degrés, donc il reste difficile
dans son accessibilité aussi dans tous les pays de l'Union européenne. Hier, l'Agence européenne du médicament ne s'est pas prononcée sur l'autorisation de mise sur le marché du vaccin Moderna, mais s'est réunie. Je tiens à profiter que vous êtes assez peu nombreuses, les journalistes, pour vous donner en off une information particulièrement essentielle, qui est que l'EMA, l'Agence européenne du médicament, a de fortes chances, il y a de fortes chances que l'EMA donne autorise la mise sur le marché du vaccin Moderna dans le courant de cette semaine. Elle se réunit d'ailleurs de nouveau demain, donc peut-être que demain sera the G-Day pour l'autorisation de Moderna. Je tiens aussi à vous donner en off une information importante, qui est que les négociations avec Pfizer se passent bien pour l'achat de 100 millions de doses supplémentaires. Concernant l'accessibilité, comme je vous l'ai dit et comme vous l'avez très bien remarqué, Pfizer est un vaccin relativement cher, mais Moderna est beaucoup plus accessible. Donc, c'est avec une grande joie que nous nous réjouirons si jamais l'Agence européenne des médicaments venait à autoriser ce vaccin-là. Oui, donc nous reprendrons les parties off après, si c'est fini, parce qu'en fait, le off, c'est ensuite, c'est après, donc c'est pas tout de suite. Donc du coup, je vais tout simplement conclure par rapport aux présentations qui ont été faites. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, il y a eu un travail assez intéressant sur la transparence et sur toute... et sur également la volonté d'aller plus loin et de renforcer la coordination entre les États. Nous nous félicitons également de voir l'arrivée du Portugal au Conseil qui est quand même assez positive également pour l'avancée de ce cadre légal que nous souhaitons mettre en place. Nous allons maintenant passer à la partie questions et ensuite, si vous le voulez bien, on continuera les parties off. Merci beaucoup. Bonjour, du coup je suis là pour le The Guardian. J'ai une question du coup concernant l'application Protect UE. On a bien constaté que l'application n'avait pas marché en France par exemple et un peu plus dans d'autres pays de l'Union européenne. Donc comment vous pensez que ça va être accueilli, parce que les citoyens n'ont pas forcément beaucoup d'informations au niveau de l'Union européenne et ne souhaitent pas vraiment donner leurs données déjà dans leur pays. Alors pour le donner encore une entité plus grosse, je ne sais pas si ça va marcher. Voilà. Alors, merci beaucoup pour cette question. Pour revenir sur l'application en France est différente de celle que nous souhaitons mettre en place. Elle s'intitule Tous Anti-Covid. Il s'agit d'une initiative nationale que nous saluons, car elle contribue également à permettre les échanges d'informations. Il me semble que cette application est de plus en plus téléchargée. Elle commence à porter ses fruits. Concernant la transmission des données à l'Union européenne, il me semble que le système de l'Union européenne en termes de protection des données est l'un des plus élaborés et des plus protecteurs aussi. Donc, notamment, vous avez pu le voir dans la dernière directive du Digital Services Act qui a été proposée et sur l'état de l'Union sur les questions du numérique. Nous sommes plutôt confiants concernant le fait de donner concernant le fait qu'il pourrait y avoir des problèmes en termes de communication par rapport à la visibilité de l'Union européenne et à une méconnaissance de l'Union européenne, nous allons bien sûr encourager les États à promouvoir cette application et à expliquer pourquoi elle est nécessaire aujourd'hui dans un monde où finalement les frontières ne comptent plus et s'effacent de plus en plus. Nous avons pu le voir avec ce virus. Donc nous sommes assez positifs sur le fait que Protect EU peut être une application qui consolidera et qui amènera encore plus d'une façon perfectionnée les échanges d'informations. Bien sûr, il y a certains pays où il y a des applications qui n'ont pas encore été mises en place et donc l'idée de créer un cadre commun est également du ressort, je pense, de l'Union européenne sur ces questions. Merci.
Bonjour, je suis Stella Kyriakides, pardon, avec Antoine, et je me permets juste d'ajouter au propos de Jade que l'application va essentiellement reposer sur les données qui sont fournies par les États membres. Donc, la France, même si l'application n'est pas beaucoup téléchargée, dispose de données qu'elle pourra partager au niveau européen et qui pourront être réutilisées à l'échelle européenne. Et la plus-value vraiment de cette application, c'est qu'elle a aussi, elle va comporter, disons, une page web qui va permettre à tous les citoyens, ceux qui souffrent de fractures numériques notamment, de disposer des informations en se connectant sur un ordinateur et en ayant des informations sur comment évolue l'épidémie dans tous les pays européens. Et cela facilitera, c'est vraiment l'idée de faciliter les déplacements entre pays et de favoriser l'accès à l'information aux citoyens. Donc, certes, il y a une certaine... l'application en France tous anti-Covid a ses limites, mais l'idée est vraiment de favoriser à l'échelle européenne, et nous pensons que c'est une très bonne idée parce que déjà rien que la page site web permettra d'élargir en fait l'accès à l'information et même les gens qui n'auront pas téléchargé l'application pourront consulter la page. Voilà. Merci. Bonjour, je suis correspondante du Monde et j'aurais une question concernant les contrats d'achat anticipés. Plusieurs ONG ont critiqué ces contrats qui ont été signés il y a quelques semaines maintenant par la Commission et je voulais connaître la réponse de la Commission face à ces critiques. Alors, je me permettrai de répondre, si l'ensemble des commissaires m'y autorisent, à cette question. Il est vrai que l'Union a été critiquée de la part à la fois des ONG et aussi d'eurodéputés et de partis politiques dans l'Union européenne. Sachez déjà que les contrats d'achat anticipés comportent, comme tout contrat, une clause de confidentialité et que cette clause de confidentialité dans les contrats est aussi prévue par le droit de la concurrence européen. Donc la Commission, puisqu'elle a signé un contrat, s'attache à respecter le droit qu'elle se prescrit et donc du coup respecte les clauses de confidentialité qui ont été conclues, qui ont été signées dans ces contrats. Toutefois, pour preuve de transparence, la Commission européenne, en gage de transparence, a autorisé les eurodéputés des commissions parlementaires qui sont concernés par ces contrats d'achat anticipés et par la stratégie européenne de vaccination, à consulter ces contrats d'achat anticipés sans téléphone et en interdisant toute prise de photos. Il y a eu en France d'ailleurs Marine Le Pen, vous le savez sûrement, qui a fomenté quelques informations à ce sujet-là, mais sachez que les parlementaires ont eu accès les parlementaires des commissions compétentes ont eu accès à ces contrats d'achat anticipés. Vous pouvez peut-être leur demander. Ensuite, dans l'article 15 de la directive, de la proposition de directive, nous avons mis 4 alinéas pour prévoir plus de transparence à l'avenir. Elle prévoit que la Commission s'engage de par elle-même à rendre public au maximum les informations des contrats d'achat anticipés et des futurs contrats d'achat anticipés qui seront signés dans la limite des clauses de confidentialité qui sont écrites. Ensuite, pour les futurs contrats d'achat anticipés qu'il pourrait y avoir en cas de future pandémie, étant donné que cette directive tend à répondre aux futures pandémies, la Commission s'engage à limiter au maximum à l'avenir ces clauses de confidentialité à leur strict nécessaire. Ensuite, en termes de transparence, nous avons aussi incité les États membres à exiger des laboratoires qui relèvent de leur droit national de publiciser leurs méthodes de recherche et notamment, cela fera plaisir à Sébastien qui n'est pas ici puisqu'il n'est pas journaliste, notamment sur les tests sur les animaux. Et ensuite, c'est à peu près tout. Une information toutefois a fuité, vous avez pu le voir dans les médias récemment, puisque le ministre du budget belge a tweeté le prix des contrats, le prix des vaccins dans les 6 contrats d'achat anticipé, alors que cela était une information confidentielle. Vous voyez que même s'il y a des clauses de confidentialité,
parfois, certaines informations peuvent fuiter, donc vous serez ravis d'apprendre que que les prix des vaccins au coût de production s'échelonnent entre 1,78 € et autour de 18 $, donc 15 €. Toutefois, concernant l'accessibilité, je vous assure et vous rassure que les vaccins seront abordables pour tous les États membres et pour tous les citoyens. J'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup. Bonjour Emma pour Wall Street Journal. J'ai une question concernant l'ERA et son rôle dans le caractère éthique du développement de la recherche européenne. Vous avez évoqué, et j'ai pu le lire dans la directive, la création d'un comité de transparence. Ma question est la suivante. Ce comité de transparence aura-t-il la compétence de pénaliser un acteur de la recherche si ce dernier ne respecte pas des normes de garantie de la recherche éthique? Alors, le comité de transparence de l'agence ERA sert à assurer la transparence au sein des membres de l'agence. Donc, si un membre d'un comité a des intérêts financiers avec une industrie pharmaceutique, par exemple, le comité de transparence pourra prendre des sanctions à l'égard de ce membre et l'interdire de siéger au sein d'un comité. Je ne sais pas si je réponds à votre question. D'accord, c'est noté. Bonjour, j'aurais une question. Je représente le Journal général de Francfort. Donc une question au niveau de la stratégie concernant les campagnes de vaccination. Vous avez exprimé le vœu et la nécessité d'une meilleure coopération entre les pays européens. Vous avez également évoqué le fait que les campagnes ont commencé le même jour dans tous les pays européens. Mais pourquoi ne pas avoir fait le choix d'une réglementation uniforme au niveau du déroulement même de ces campagnes de vaccination? Aujourd'hui, on voit bien les différences entre la France et l'Allemagne, par exemple, tandis que la première semble être en retard. L'Allemagne est déjà en manque de doses et la question des deuxièmes injections se pose déjà. Donc, pourquoi ne pas avoir fait le choix justement d'une réglementation uniforme entre les pays européens? Bonjour, je vous remercie pour votre question. Je vais commencer par y répondre. Il me semble qu'après, le commissaire Breton souhaitera rajouter peut-être des informations. Concernant ce sujet, les stratégies nationales vis-à-vis du vaccin ont été différentes. Il en est certain, on peut le constater aujourd'hui après le lancement européen du jour de vaccination. Nous sommes néanmoins très contents d'avoir pu lancer cette initiative de façon commune, car elle était nécessaire et il fallait accorder de la visibilité au fait que chaque État avait décidé de prendre ensemble cette décision de commencer leur chemin vers la vaccination. Cette stratégie, elle diffère, il est certain, mais justement, la directive qui est la directive qui va être observée pendant les plénières la semaine prochaine, pousse justement à prévenir de ce type de problématiques pour les prochaines crises. Elle nous permettra de mieux prévenir et de mieux assumer l'ensemble des réactions que nous devrons avoir en matière de pandémie et de crise sanitaire grave. Donc, toutes ces mesures-là permettront de perfectionner. C'est pour cela qu'à l'heure actuelle, oui, en effet, nous pouvons voir des différences de stratégie et je pense que sur certains points, nous le regretterons. Nous aurons l'occasion d'en rediscuter après si vous le souhaitez. Je vais me permettre aussi de compléter très brièvement, et je ne vais pas y aller par quatre chemins. Ce que vous proposez, en fait, tout simplement, l'Union européenne n'est pas compétente. Donc, on a dû faire avec. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Du coup, moi, j'ai une question pour suivre pour The Guardian par rapport au fait que le Royaume-Uni vient de quitter l'Union européenne et que ça a été les premiers à autoriser la diffusion du vaccin Pfizer et nouvellement AstraZeneca. Et du coup, est-ce que vous pensez que le fait que le Royaume-Uni ait quitté l'Union européenne les ait avantagés dans la stratégie de vaccination qui est plus performante aujourd'hui que dans tous les pays de l'Union européenne? Je me permettrai peut-être d'y répondre et d'être complété par un commissaire ou un porte-parole à ce sujet, ou une porte-parole du coup à ce sujet. Alors oui, le Royaume-Uni n'aurait pas pu autoriser les vaccins s'il avait encore été dans l'Union européenne à cette période-là. Toutefois, comment dire, si vous voulez mon avis personnel,
le Royaume-Uni fait un coup politique en fait à ce niveau-là en autorisant en avance et en se fiant, vous le remarquerez, aux avis aussi de la FDA, donc de l'Agence américaine des médicaments. Néanmoins, pour une réponse un peu plus officielle, enfin plus générale, comment dire, j'ai perdu mon fil de pensée, je vous prie de m'excuser. Je vais peut-être poursuivre pour revenir sur le Royaume-Uni. Avec plaisir. D'abord, nous sommes heureux de constater qu'au 1er janvier, nous avons pu enfin mettre un terme à toutes ces mesures qui duraient depuis plusieurs années et qui tenaient finalement en haleine l'ensemble des États de l'Union européenne. Est-ce que cette stratégie a porté plus ses fruits en Angleterre? Il me semble que l'Angleterre aujourd'hui reconfine. Il me semble que l'Angleterre est malheureusement victime d'un variant qui cause et causera, j'en suis sûre, des souffrances également dans le reste de l'Union européenne. Mais pour l'heure, il ne me semble pas que la stratégie adoptée par le Royaume-Uni diffère, car pendant très longtemps, elle a finalement été calquée sur le modèle européen. Pour des raisons, en fait, finalement, de proximité géographique, car nous continuerons à le dire, le Royaume-Uni est géographiquement européen et nous continuons à nous désoler du fait que une petite étoile se soit éteinte sur notre drapeau. Mais pour le reste des questions, nous pouvons bien sûr débattre sur les différentes stratégies et sur des questions diplomatiques, mais je pense que finalement, l'heure est à l'observation des succès, des réussites et que en ce qui concerne le Royaume-Uni, ce n'est pas toujours le cas dans ces observations-là. J'aimerais bien rajouter quelque chose. Alors tout d'abord, performante. Pour moi, le terme performant est plutôt subjectif et tout dépend de ce que vous entendez par le terme de performant, tout simplement. Si vous pensez en termes de performance au nombre de personnes vaccinées, on peut voir par exemple qu'en Allemagne, avec les vaccinodromes, beaucoup de personnes sont vaccinées. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense que ça concurrence le Royaume-Uni. Et pour en venir au vaccin AstraZeneca, tout simplement, je vais peut-être manquer de tact aussi, mais c'est un vaccin britannique. Donc, en toute logique, s'ils veulent se faire de la pub et le commercialiser après à d'autres pays, voilà, c'est un peu plus logique qu'ils aient... du coup, certes, le Brexit leur a permis d'officialiser, enfin de permettre que ce vaccin rentre sur le marché plus facilement, mais c'est aussi un petit coup patriotique, en tout cas, je pense personnellement. Donc voilà. Si je peux rebondir sur ce que Orlan a dit, je pense qu'il ne faut pas confondre rapidité et précipitation. Et c'est pas parce que la vaccination est à l'heure actuelle peut-être plus rapide au Royaume-Uni qu'en Europe qu'elle est plus efficace. Du côté du Royaume-Uni, il y a eu des erreurs de vaccination, il y a eu beaucoup de précipitations et je pense qu'il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable et pas toujours opposer les deux côtés de la Manche. L'objectif maintenant en Europe, c'est de faire une vaccination, oui, certes rapide, mais aussi accessible aux plus vulnérables et qui soit efficace. Voilà. Si vous avez une autre question. Non, simplement, alors en tant que présidente, je ne suis pas forcément censée intervenir, donc je laisse la parole au commissaire pour ce midday briefing. Simplement, j'aimerais souligner l'importance de l'unité et de la diversité qui fait l'Union européenne aujourd'hui et souligner le fait que peut-être les campagnes de vaccination sont-elles plus avancées au Royaume-Uni aujourd'hui, mais qu'en est-il des prochaines pandémies où l'Europe aura un cadre multilatéral bien défini et performant quand le Royaume-Uni sera de son côté globalement un petit peu tout seul. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Pensions pas vous attendre à cette réunion de midi, mais nous en sommes très honorés. Concernant les journalistes, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous souhaitez que nous procédions au passage en off ou peut-être que vous avez d'autres attentes? Et si le besoin est, je rappellerai les règles du off, bien sûr.
Très bien, merci. En ce qui concerne les questions... Je vois Brune rigoler. En ce qui concerne les questions off, est-ce que vous en avez? Ou est-ce que vous attendez? Parce qu'en général, on répond aux questions off. Bon, c'est pas des bombes, donc... Bah, moi, du coup, j'en ai une qui concerne un peu ce que Stella, non, je sais, excuse-moi, ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport au vaccin de Moderna. Est-ce que du coup, vous avez aussi des négociations en cours avec AstraZeneca comme le Royaume-Uni ou c'est que Moderna en ce moment? Alors, il faut savoir que sur Pfizer et Moderna, on était assez enthousiastes à cette idée-là de deux vaccins ARN messagers. Toutefois, le vaccin AstraZeneca, même s'il a été autorisé au Royaume-Uni, on se montre un peu plus prudent. C'est un vaccin qui est certes pas cher et qui est très facile à produire et en très grande quantité. Toutefois, on est un peu plus prudent vis-à-vis de ce vaccin-là parce qu'il y a eu certains problèmes, notamment dans les procédures de test. Il y a eu, enfin, ça a été aussi dit dans la presse et c'est une information qui est connue, mais AstraZeneca a dit qu'ils avaient rectifié le tir. On attend toujours d'avoir des données, des études à l'appui. Enfin, l'Agence européenne du médicament attend toujours d'avoir des données, des études à l'appui là-dessus pour le faire. Je pense toutefois que la décision arrivera au courant du mois de janvier si AstraZeneca nous donne nous fournit les documents que nous lui demandons à ce niveau-là. Ensuite, comme vous le savez, Sanofi arrivera, enfin on pourra étudier leur dossier à partir de cet été, parce qu'ils ont déclaré que ça sera à partir de cet été qu'ils auront un vaccin de prêt. Et concernant les autres, la Commission européenne a négocié récemment d'autres contrats dont les noms m'échappent, avec d'autres entreprises dont les noms m'échappent, mais ça suivra son cours à partir de février-mars. Donc voilà, en termes de calendrier, si ça peut vous aider. Merci. Très bien, merci à tous. Je pense qu'on aura le loisir de discuter un peu plus lors de réunions tête-à-tête ou d'entretiens si vous le souhaitez. Si toutes les questions ont trouvé leur réponse, je pense que l'on peut conclure. Très bien. Ben, je souhaitais vous remercier pour cette première réunion de midi de l'année 2021. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, mais tous les jours finalement sur le BS, mais pour en ce qui nous concerne à nous, la semaine prochaine, le 13 janvier, pour continuer à reparler de ces questions-là. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Merci.